Un ministre, quoi, un gouvernement qui a une population sportive a beaucoup moins de dépenses de santé qu'un gouvernement qui a une population de sédentaires. Mais au moment du sport, au moment où on fait un effort important, il y a un surrisque transitoire de mort subite qui, fort heureusement, euh, n'annule pas le bénéfice global. Et c'est ce qu'on appelle le paradoxe du sport. En France, il y a à peu près 40 000 morts subites par an, et là-dessus, il y en a à peu près 1000 qui surviennent pendant l'exercice. Alors pourquoi on en a non, excusez-moi, les étiologies, elles sont 90% cardiaques, c'est ce que vient de dire Laurent, 10% autres, et pourquoi? Tout simplement parce que le cœur travaille énormément plus pendant l'effort. Tu l'as dit, on multiplie par 5 son débit cardiaque. Je crois que ça peut augmenter même jusqu'à 6-8 chez les champions. Et puis, il y a dès que l'effort se prolonge, on se retrouve avec des modifications humorales qui peuvent déstabiliser tout et ça révèle ou aggrave une anomalie sous-jacente. Et dans 10% de morts subites, c'est d'autres situations et dans laquelle il faut oublier une chose qui n'est pas du tout cardiovasculaire, c'est l'hyperthermie maligne, qui a une place importante dans les morts subites. Alors, ben, on va aller, puisque dans 90% des cas, ben, c'est notre sujet, c'est cardiaque, c'est nous, c'est notre problème. Quelles sont les étiologies? De façon globale, c'est la coronaropathie. Il y a tout de même, il faut stratifier en fonction de l'âge. Au-dessus de 35 ans, c'est vraiment la coronaropathie. C'est plus de 80%, pour ne pas dire 90%. Essentiellement athéromateuse. Et dans l'essentiellement athéromateuse, c'est essentiellement de la rupture de plaque avec compliqué d'un thrombus, mais aussi, moins fréquemment, et ça existe, de l'ischémie sur un territoire mal irrigué, et donc avec survenue d'un trouble du rythme sur l'ischémie. En dessous de 35 ans, eh ben, on retrouve la CMH, les cardiopathies rythmiques, les myopéricardites, mais il reste, alors bon, on peut discuter des fréquences, mais il reste un bon quart de coronaropathie. Alors il y a déjà un peu de coronaropathie athéromateuse, mais c'est surtout des coronaropathies anatomiques avec ce qu'on a vu tout à l'heure déjà, l'anomalie de naissance coronaire. Alors, il y a trois facteurs, il y a trois choses qui jouent dans la survenue d'une mort subite pendant le sport. Il y a le sportif, euh, le sport qu'on pratique et l'environnement. Alors, on va commencer par le sportif. On a d'autant plus de malchance de faire une mort subite qu'on est un homme. Le sexe ratio est déjà de 2 à 3 avant 35 ans et il est supérieur à 9 après 35 ans. Sur les courses féminines, sur les courses d'endurance féminines, il ne se passe quasiment rien en termes de mort subite. Il y a l'âge, ça survient plus fréquemment. La moyenne d'âge des morts subites pendant le sport, c'est 48 ans, mais tout de même avant 35 ans, il y a un tiers des décès. Alors l'origine ethnique, c'est assez... Chez les Afro-Caribéens, il y a un peu plus de cardiomyopathie hypertrophique, c'est à cause de ça. Et en Vénétie, notamment d'où sortent les études italiennes, il y a plus de cardiopathie arythmogène du ventricule droit dans cette population, donc ce qui a probablement fait un effet très spectaculaire à la courbe que tu as montrée tout à l'heure. Toujours le sportif, bien entendu, quand il y a des antécédents familiaux de mort subite, tu en as parlé, de coronaropathie, on est plus soi-même à facteur de risque de faire une mort subite. Les antécédents personnels, c'est surtout les antécédents les facteurs de risque athéromateux. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'au moment du sport, donc on a tous un risque un petit peu augmenté de faire une mort subite. Alors si on est sédentaire et qu'on entreprend de faire un effort important, ce risque est extrêmement augmenté par rapport à quelqu'un qui est régulièrement entraîné. Et enfin, il y a toutes les fautes de comportement qu'on peut avoir en tant que sportif. La première, c'est d'ignorer ses symptômes. La deuxième, c'est de faire du sport quand on sort ou quand en plein épisode grippal, c'est un peu difficile d'en faire tout de même, mais quand on en sort tout juste.
tout ce dont vous avez déjà parlé, négliger l'hydratation, fumer, etc. Après, il y a le deuxième élément qui compte, c'est le sport pratiqué. Alors là, il y a une différence extraordinaire entre compétition et loisir. En compétition, on devient tous un peu dingue. On croit que parce qu'on va mettre 5 minutes de moins à courir telle course, je ne parle pas des grands champions, donc ça c'est vraiment leur but, mais nous tous là, qui vont faire du sport, et ben, ça va être mieux. Alors on va jusqu'au bout et c'est là où on a plus de risques de faire de mort subite qu'en sport loisir. Bien entendu, il y a plus de malchance qu'une mort subite survienne sur les efforts prolongés et intenses. Et finalement, en France et puis partout, c'est la course à pied et le vélo qui sont les plus grands pourvoyeurs de morts subites. Mais bien entendu, il y a un facteur confondant, car ce sont des sports extrêmement répandus, d'une part, et d'autre part, pratiqués de façon importante par les seniors. Donc, ce n'est pas tout à fait aussi simple. Bon, là, vous avez vu cette classification des sports. Et bien sûr, c'est dans les sports d'intensité intense, tous ceux qui sont en rouge, et d'autant plus qui sont soit mix endurance et puissance ou endurance, que vous allez trouver le plus de risques de faire des morts subites. Ça, c'est la classification européenne. Et bien entendu, il y a l'environnement qui compte beaucoup. Il y a des éléments favorables et défavorables. Défavorables, c'est les températures externes. Et en ce moment, peut-être que dans le Dauphiné libéré, demain matin, vous verrez quelqu'un qui a déblayé la neige devant chez lui. C'est un effort important de déblayer la neige. Il y a des kilos de neige. Il fait froid. C'est le moment où on est. D'habitude, c'est l'homme qui fait ça. Il a déjà 50 ans, 60 ans. Il n'est pas échauffé. Et chaque année, il y a des annonces de morts de cette manière. Et donc le froid en particulier, par l'effet vasoconstricteur global, favorise les morts subites. Il y a la pollution, on va en reparler tout à l'heure, et on l'a notamment vu dans l'étude RES, là, qui va servir d'exemple à ce topo. Et puis il y a un élément favorable, si on a la chance de faire une mort subite, mais qu'on a la chance d'être avec des témoins actifs, on a beaucoup plus de chances d'être récupéré. Il était avant que quand on était en plein effort, en effort prolongé, qu'on faisait une mort subite, c'était une mort subite qui n'était pas rattrapable. Et en fait, c'est totalement faux. Ce qui compte, c'est la rapidité avec laquelle on est pris en charge. Il y a toute une partie des étiologies qui sont récupérées quand quelqu'un commence tout de suite à masser et que les secours spécialisés arrivent derrière très rapidement. Alors, maintenant, je vais vous parler de RES Paris. Ça me fait d'autant plus plaisir d'en parler ici qu'on a fait cette étude avec les gens de la Salpêtrière et tout en particulier avec Jean-Philippe Collet et Paul Guédenay, et qui est un bon exemple de ce qui arrive pendant le sport. Les RES Paris, c'est 10 ans d'accidents sur les courses d'endurance parisiennes entre 2006 et 2016. Alors, ce qui est très important à voir, c'est que, bon, il y a quelques grands champions là, qui courent le marathon en 2h10 là, mais le coureur type sur ces courses, c'est essentiellement des hommes, 77% des coureurs. Alors au fil des années, on a vu la proportion de femmes qui augmente, mais elles ne sont pas encore à 50%, contrairement aux États-Unis. C'est des gens qui sont d'âge mûr. L'âge moyen, c'est 39 ans. Il y a les supérieurs, ceux qui ont plus de 35 ans, c'est 62% de ces coureurs. Ce sont des amateurs, vous voyez, ils ne courent pas bien vite là. Et il y a très peu de licenciés. Mais ils sont tout de même expérimentés, éclairé, on pourrait dire, puisqu'il y a relativement peu d'abandon. Et donc il y a eu un peu plus d'1 million de coureurs. Il y a eu 36 accidents graves. Quand je dis c'est tous les accidents potentiellement mortels. Donc ça fait 3,4 pour 100 000, ça donne une idée. Et là-dedans, il y en avait 2 tiers qui étaient cardiaques et 1 tiers des hyperthermies. Chose qu'on voit tout de suite, c'est c'était tous des hommes, sauf une femme, même pour les hyperthermies. C'est assez étonnant. Il y avait 24 événements immédiatement menaçants, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les secours sur place, immédiatement, les gens y mouraient. Mais grâce aux secours sur site, il n'y a finalement eu que 2 décès sur 1 million de coureurs. Ça, c'est un élément extrêmement important à avoir en tête.
Alors maintenant, on va regarder les accidents les hyperthermies malignes. En deux mots, elles surviennent plus fréquemment sur les marathons que sur semi-marathons ou équivalents. Donc plus l'effort est long, plus il y a d'hyperthermie maligne, c'est relativement logique. Et plus fréquemment, s'il fait chaud, nous on avait pris un cut-off à 20 degrés. Quand la température moyenne de course est supérieure à 20 degrés, ben, il en a plus quand il fait plus froid. Donc voilà ce qu'on avait trouvé comme facteur de risque sur les hyperthermies. Mais sinon, donc, la grande majorité sont des problèmes cardiaques. Et dans les problèmes cardiaques, la grande majorité, ce sont des syndromes coronaires aigus. Et donc, et éventuellement, et majoritairement athéromateuses, et de façon beaucoup plus rare, une dissection coronaire, un pont myocardique et une anomalie, une lection de connexion, un anocore. Dans les syndromes coronaires aigus, par rupture de plaque, c'est la majorité. Et sur syndrome coronaire chronique, c'est-à-dire que manifestement, il n'y avait pas une plaque qui avait sauté. Et je vais vous montrer des exemples. C'est une fibrillation ventriculaire qui est survenue là-dessus. Vous voyez que la majorité se manifeste par des arrêts cardio-respiratoires. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça survient surtout majoritairement en fin de course, mais pas que en fin de course, ces arrêts cardio-respiratoires, mais que quand l'accident survient pendant la course, c'est un arrêt cardio-respiratoire, sauf un qui a eu une douleur thoracique. Et à contrario, ceux où ça arrive dans les 2 heures qui suivent la course, ce sont majoritairement des douleurs. Et bien entendu, il y a une exception, il y en a un qui a fait un arrêt cardio-respiratoire. Après, à côté, ben, vous avez les cardiopathies rythmiques, à côté des SCA. Et vous voyez, Brugada, CAVD, repolarisation précoce, un BAV vagal, qui ne s'en sortait pas hein, s'il n'y avait pas les secours sur place. Il y en a deux, c'est assez intéressant, où on n'a pas trouvé l'étiologie, malgré, vous imaginez, des bilans exhaustifs. Et il y en a qui s'est retrouvé avec un défibrillateur, parce que dans la famille, il y avait un antécédent de morsure. Et en fait, il y a une hyperthermie maligne qui se retrouve dans ce groupe, parce que ça s'est manifesté par un choc hypovolémique, en fait. Mais en fait, c'était sur hyperthermie maligne. Ça, c'est le tableau qu'a fait Paul Guédenay là, quand on a fait la deuxième publication. Et ce qui est intéressant, ça dit la même chose que ce que je viens de vous dire, mais c'est que il y a plus d'accidents, il y a eu plus d'accidents sur les deux courses où il y avait un haut degré de pollution. Ça, c'est un élément important, parce que ça n'a pas été démontré dans énormément d'études. Et la deuxième chose, on a interrogé chacun des patients, des veuves des patients, quand il y en a eu 2 qui sont décédés, très précisément sur les habitudes, etc., etc. Et s'ils pouvaient avoir des symptômes, eh bien, il y en a un tiers qui avait des symptômes. Alors, il y en a 2 qui avaient des symptômes typiques, dont un médecin, mais qui s'était voilé la face, et un qui s'était voilé la face, et l'autre, je vous présenterai son cas ensuite. Et les autres, c'était des symptômes atypiques. Et c'est ce qu'a dit Laurent tout à l'heure. Beaucoup, c'est une imitation de la performance habituelle. Les gens, ils avaient l'habitude de s'entraîner à 12-13 km/h. Puis ils se disent, c'est bizarre, en fait, depuis 3 mois, j'étais à 10-11 km/h. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on soit sensible. Le deuxième élément que je voudrais dire, que je n'ai pas mis sur cette diapo, c'est quant à la prédictibilité des accidents qu'on a observés. A posteriori, on a essayé de voir si c'était des choses qui étaient prédictibles ou pas. Et bien entendu, possiblement prédictibles, bien entendu. Bien entendu, c'est chez ceux qui avaient des symptômes, il aurait fallu être alerté, on aurait pu pousser plus loin et éviter certains de ces accidents. Et il y a aussi 2 accidents qui sont liés à des fautes de comportement du sportif. Un qui a couru, c'est celui qui a fait le choc hypovolémique là, sur hyperthermie, mais ça s'est manifesté comme un choc. Il a couru alors qu'il sortait d'un syndrome grippal. Et le deuxième, c'est un manque complet d'hydratation. Il avait des protéines à un taux totalement hallucinant. Et tout ça parce qu'il a voulu faire une performance et il s'est dit, je ne vais pas boire, je vais aller plus vite. Enfin, et bref, il l'a dit. Quand on a discuté ensemble ensuite, il a tout à fait admis que c'était complètement idiot de sa part. C'est pas qu'il l'a admis, il me l'a dit avant même que je l'interroge. Alors,
toutes les coronaropathies, on les a revues avec Jean-Philippe Collet pour attribuer quel est le mécanisme euh, auquel on pouvait attribuer l'accident. Et là, vous voyez, la thrombose aiguë, ben, comme je vous l'ai dit, c'est le phénomène le plus fréquent. Cet homme de 54 ans, sur le Paris-Versailles 2008, il fait son arrêt cardio-respiratoire sur fibrillation ventriculaire juste avant l'arrivée. Il s'entraînait 2 heures par semaine. Il avait fait déjà 2 semis. Il avait fait une épreuve d'effort à 270 watts qui était négative 2 mois auparavant. Et vous voyez, il a complètement occlu sa coronaire droite qui a été recanalisée. Donc, la coronaire gauche, elle était aussi un petit peu cabossée, mais elle n'avait aucun rétrécissement serré. À ce propos, je pense que ce n'est pas un faux négatif de l'épreuve d'effort. Il avait probablement une plaque qui faisait 20 ou 30%, mais ce jour-là, à l'occasion de l'effort plus important, elle a sauté et ça a provoqué cette occlusion. Là, quelque chose de beaucoup moins fréquent, cette dissection coronaire chez cet homme qui a fibrillé au 5e kilomètre du marathon 2007, un homme de 47 ans, un homme qui s'entraînait beaucoup et qui était un ancien sportif de haut niveau dans le domaine du ski alpin. Et donc ça, c'est beaucoup moins fréquent comme situation. Une autre situation, sur de l'ischémie myocardique, c'était sur le semi 2013, 300 mètres avant l'arrivée. Vous voyez, c'est souvent tout de même plus en fin de course que ça survient. Une fibrillation ventriculaire, quelqu'un qui s'entraînait 1 heure et demie par semaine, qui avait déjà fait 3 semis. Et en fait, c'est une occlusion, là, au moment où on opacifie la coronaire droite, on voit l'IVA qui réapparaît. C'était une occlusion du segment 1 de l'IVA. Il n'y avait aucune lésion aiguë. Et c'est là-dessus qu'il a fait sa fibrillation ventriculaire. Ça, c'est extrêmement intéressant comme situation. C'est la seule femme. C'est donc 33 ans. Elle est venue ici. Elle l'avait prise en charge. C'est une jeune dame qui court depuis toujours. Elle est incapable de dire combien elle a fait de courses longue distance tellement elle en a fait. Et au kilomètre 19 du semi de 2015 de Paris, elle fait un arrêt cardio-respiratoire qui est choqué par le DSA, donc probablement une fibrillation ventriculaire, et avec récupération rapide. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette dame, elle faisait un engord d'effort typique depuis des années au démarrage très souvent. Et qu'elle avait eu une épreuve d'effort et qui était normale. Et dont on parlait tout à l'heure à l'occasion de la première présentation. Là, c'est l'anomalie la plus fréquente, l'anomalie coronaire dangereuse la plus fréquente, parce que soit l'un, soit l'autre, l'anomalie la plus fréquente, c'est pas ça, mais celles qui sont dangereuses pour le plan ACR. Et cette dame, donc, c'est l'anomalie la plus fréquente, c'est 9 fois sur 10, celle-là, par rapport à la situation montrée tout à l'heure. Et donc, ça, c'est parce qu'on n'a pas cru, nous, peut-être que moi, je n'aurais pas cru non plus, hein, on n'a pas cru une jeune de 33 ans, elle dit j'ai mal au démarrage, puis elle court depuis toujours. On a été faussement rassuré par l'épreuve d'effort. Quelqu'un qui est symptomatique, il ne faut pas s'arrêter à l'épreuve d'effort. C'est ça le message. Elle a été opérée et depuis, elle recourt. Et là, c'est un cas probablement totalement exceptionnel. Cet homme de 33 ans qui s'entraînait 3-4 heures par semaine. Et au kilomètre 17, il fait un arrêt cardio-respiratoire. Il est massé. Au premier contact avec le SAMU, il est déjà en rythme sinusal. Vous voyez que ce n'est pas un pont musculaire qu'il a, mais c'est un tunnel musculaire. Et donc, exceptionnellement, et je pense que dans les coronarographistes qui sont présents ici, on a tous vu 1 ou 2 fois dans la vie des ponts musculaires, ou plutôt des tunnels musculaires, des situations un peu exceptionnelles qui parlaient. Mais le pont musculaire, c'est extrêmement fréquent. En règle, c'est totalement anodin. Mais une fois de temps en temps, une fois exceptionnellement, on peut tomber sur des situations de ce genre. Et donc ça, c'est ma diapo de conclusion. Je pense que pour essayer de diminuer les morts subites chez le sportif, il y a 3 niveaux d'intervention. Il y a nous, les médecins, la visite qu'on fait quand on demande les certificats de non-contre-indication à la pratique sportive. L'interrogatoire, ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, les symptômes. Et alors, il faut rechercher les symptômes atypiques. Et puis, des morts subites dans la famille. Le CG, avec le CG, on dépiste, en plus, par rapport à l'examen clinique, beaucoup plus de choses. Ça, vous voyez, cette CG qui a été pratiquée, c'est un de mes amis avec qui on fait du ski de randonnée.
Et ben, vous voyez, il avait nom de cul en inférieur et il se trouve qu'il y avait des lésions tritronculaires. Il a été ponté et depuis, il a repris son activité sportive. Et puis l'éducation aux bonnes pratiques sportives où on a montré tout ce qui a été dit précédemment. Pour les sportifs, ben, il faut bien savoir que s'il a des symptômes, il faut consulter. Et si les symptômes surviennent 3 jours avant ou une semaine avant un marathon qu'il veut préparer et qu'il a préparé depuis un temps fou, ben, il ne faut pas aller au marathon, il faut aller consulter. C'est vraiment extrêmement important. Bon, et puis les comportements, les règles du club des cardiologues du sport qui vous ont été montrées tout à l'heure. Et pour les organisateurs d'événements sportifs, il faut savoir de toute façon, on n'arrivera jamais à prévenir toutes les morts subites pendant le sport. Il y aura toujours des accidents, des arrêts cardio-respiratoires. Donc, il faut avoir un certificat qui est capable de prendre en charge les arrêts cardio-respiratoires. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les arrêts cardio-respirateurs, il y a aussi l'hyperthermie maligne. Et que donc, dès qu'il fait chaud, il faut avoir des points d'aspersion et faire de la pub pour dire aux gens de bien boire et de s'arroser. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Laurent. Est-ce que ça a un intérêt de faire des bilans chez les femmes? Alors, j'avais gardé 2-3 diapos en backup. C'est ça, le problème du dépistage de façon globale, déjà, c'est ça. C'est qu'en France, il y a donc à peu près 1000 morts subites par an et 1500 infarctus qui surviennent pendant le sport. Et que quand on fait un bilan, bon, il y a le sportif de haut niveau, quelque part, c'est facile, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, là, c'est nous tous, là. Et ça, c'est ça qu'on cherche là-dedans. Et donc, c'est pour ça que la recommandation de dire bien interroger les gens, là, ce qu'on a vu, faire un électrocardiogramme en plus, parce que ça, là, on gagne beaucoup à faire ça, c'est important. Et après, chez les femmes, ben, il y a beaucoup moins de problèmes, mais de là se priver d'un ECG, ça serait, dans la période actuelle, on va avoir un petit problème. Mais c'est vrai que, honnêtement, les accidents cardiaques chez les femmes, c'est très peu fréquent. Et l'attitude change complètement à partir du moment où il y a un symptôme. La dame là, dont on a parlé tout à l'heure, c'est typique. Et je pense qu'on aurait tous pu se faire piéger. Et prendre de l'aspirine avant un marathon qu'on a... Moi, j'ai jamais rien vu là-dessus. Plutôt plus de 40 ans. Oui, Jean-Charles. Merci. Un court commentaire sur les 2 derniers topos. J'avais eu l'occasion de voir la radiothorax de Jacques Anquetil, celui qui battait Polydor. Il avait une cardiomégalie comme ça. Il avait une fréquence cardiaque de base à 44. Il est mort à 52 ans, mais il est mort d'un cancer gastrique. Autre histoire intéressante. Il faut savoir juste quand même que le sport de haut niveau, c'est plus 7 ans d'espérance de vie en moyenne dans les études. Bien sûr, oui. Donc quand on dit que le sport, même de haut niveau, peut être délétère, parce qu'on se posait la question en cardiologie souvent, c'est 7 ans d'espérance de vie en plus. On parle du très haut niveau. Oui, même chez les... C'est incroyable, ça. Quand on regarde toutes les études qui ont été faites, il y en a pas mal qui ont été faites par Toussaint, là. Même les cyclistes, Même les cyclistes dopés vivent 7 ans de plus. Pourtant, quand on voit Eddy Merckx, il a une sale tête. Hein. Non, c'est absolument incroyable. Mais alors, cela dit, il y a quelque chose qui est faussé, parce que les sportifs de haut niveau, s'ils sont arrivés à haut niveau, c'est qu'ils étaient tout de même mieux qu'un peu nous tous, quoi. Et donc, mais ça veut dire au moins que le sport n'a pas un effet délétère sur l'espérance de vie. Il y avait une autre question. Moi, j'avais une question sur justement sur le score calcique ou le coroscanner. Oui, désolé, je lance le sujet, mais parce que, en fait, par exemple, le premier sujet dont la coronaire droite s'est occluse, en fait, on n'aurait rien vu nulle part. Et bien même sûr. Que... Si, on aurait vu une plaque de coroscan. Oui, alors, non, mais... Alors là... coroscan, je trouve ça... J'étais plus sur le score calcique, il aurait eu un score calcique. Mais le score calcique... Mais peut-être sous aspirine, comme l'a dit le chairman. Je reformule ma question. Je pense que le score calcique aurait été genre négatif.
Ah non, je pense Parce qu'il aurait qu'elle été n'était positif. pas calcifiée, sa plaque, je pense pas, si. C'est assez difficile à dire. Là, je peux. Enfin, en tout cas, le score calcique, en tout cas, ne détecte pas les plaques calcifiées. Je dis peut-être des bêtises. Je veux dire, détecte les plaques calcifiées, ne détecte pas les plaques molles de 20%. Et du coup... Même toutes les plaques molles. Mais Ça, c'est Oui, un c'est sujet très très intéressant. Mais en fait, ça relève un peu, à mon sens, aujourd'hui, 2024, du domaine quasiment de la sismologie ou de la vulcanologie. C'est-à-dire que les plaques, c'est vrai que la classification, souvent, c'est avec le temps, mais les plaques molles qu'on peut avoir, nous tous, et qui peuvent rompre à un certain moment pour des raisons inconnues ou lors d'exercices très intenses, qui peuvent favoriser avec les pressions le déplacement de la plaque, c'est vrai qu'on ne connaît pas actuellement en cardiologie. On ne sait pas prévenir ça, comme les séismes et comme les volcans. Enfin, tu peux imaginer que si tu mets sous statine un patient qui a un score calcique à 200, qui est sportif de très haut niveau, tu vas prévenir le risque de rupture de plaque. Oui, mais le score calcique, le problème, il y a la plaque molle. Après, le corps au scanner, il peut permettre de voir à la fois la plaque molle et le truc calcifié. Après, il y a les controverses. Est-ce que ce qui est calcifié est stable parce que c'est ancien et calcairisé ou pas? Et la plaque molle, l'épidique, qui peut plus facilement se rompre avec la coque. Voilà, ça c'est encore des points d'interrogation à mon sens. Je pense que l'imagerie nous donnera un jour, et qui n'est pas si éloigné que ça, la possibilité de trouver les plaques à risque de se rompre, parce que ça fait des progrès très rapides.